Bien, bonsoir, bonsoir à tous. Très heureux de vous retrouver en cette fin de journée. Bienvenue à cette conférence en ligne Julie Solutions, dans laquelle on va donc aborder un sujet très important qui est le décryptage des impacts conventionnels et de la réglementation sur l'activité du cabinet dentaire. Avant de commencer, évidemment, on a beaucoup de choses à voir, beaucoup de choses à dire. Je vais me présenter. Peut-être que certains d'entre vous me connaissent. Jimmy Guillot, expert analyste produit. Et je vais donc vous présenter un petit peu cette conférence. Alors, chez Julie Solutions, évidemment, avec ce congrès d'ADF que nous avons décidé évidemment de digitaliser, eh bien, nous avons à cœur de vous proposer des contenus marchés pour comprendre le contexte dans lequel le cabinet dentaire évolue et vous apporter des informations, des clés pour mieux préparer le futur. Et c'est justement ces éléments qu'on va aborder ensemble. Voilà, petite introduction. Petite introduction, donc on va, disons que j'ai choisi de scinder cette présentation en, selon moi, trois points essentiels. Évidemment, je vais aborder le 100% santé. Le futur, ce qui va arriver, prochaine échéance 1er janvier 2021. On va décliner un petit peu toutes les modifications qui s'appliquent à cette date et on va ensuite, en fait, dans un second temps, on va un petit peu revenir sur l'application du 100% santé et des impacts avec des statistiques concernant les soins qui ont été effectués, les revenus générés. Et on va regarder un petit peu, en fait, ce qu'a donné un petit peu ces 2 dernières années depuis l'application de toutes ces modifications, mais aussi l'impact, on va le voir, du confinement, de la Covid-19, beaucoup de choses ces dernières années, donc on va revenir un petit peu dessus. Et enfin, on va regarder en fait le futur, la réglementation, comment elle va évoluer, votre logiciel, et en fait comment tout ça va s'axer dans le logiciel. Et j'ai choisi un thème en particulier qui, selon moi, va vraiment beaucoup impacter les cabinets dentaires dans les prochaines années. Et je ne vais pas vous spoiler évidemment sur le sujet, on verra ça dans la troisième partie. Également, on a une petite partie qui n'est pas référencée ici, qui est la session de questions-réponses. Si vous le voulez bien, eh bien, vous pourrez poser quelques questions que je prendrai et j'y apporterai le plus de réponses possible. Commençons, on a beaucoup de choses à voir. Première chose qui va nous intéresser en fin de compte, c'est surtout la prochaine échéance, le 1er janvier 2021, nouveau plafond, tout simplement. Ces nouveaux plafonds, hop, on va les regarder. On ne va pas tous les faire parce qu'il y en a vraiment beaucoup. J'ai pris surtout ceux qui sont importants selon moi. Évidemment, les bridges. Ces 3 fameux bridges qui étaient déjà dans le panier reste à charge modérée, mais dont la subtilité faisait qu'ils n'étaient pas encore plafonnés. Et bien, ces 3 bridges, ils gagnent leur plafond au 1er janvier 2021. Et vous pouvez voir les montants sur la droite, du coup. Donc voilà pour les bridges. Et on continue sur les inlay onlay de la même façon. L'inlay onlay composite métallique était déjà dans le reste à charge modéré, mais il ne comportait pas encore de plafonnement et ça sera bien au 1er janvier 2021 qu'il s'appliquera. Donc voilà pour les paniers du reste à charge modéré. On va continuer sur la prothèse amovible complète. Donc les 4 actes de complète sont donc dans le panier 100% santé et au 1er janvier 2021, c'est l'extension clairement à la prothèse amovible, eh bien, ils sont donc plafonnés. On est sur la plaque base résine, évidemment. On continue sur la prothèse amovible de transition. Alors, celui-là est évidemment décliné par nombre de localisations dentaires. 100% santé et donc un plafonnement au 1er janvier 2021. Voilà un point important du 1er janvier 2021 également. On voit les prothèses amovibles définitives à plaque base résine de 9 à 13 dents qui sont donc dans le panier 100% santé et donc plafonnées au 1er janvier 2021.
Je vais revenir sur ces actes-là. Ils sont un peu particuliers, surtout pour le devis. Je vais y revenir en détail. Et enfin, alors je ne vais pas vous tous les décliner, hein, parce qu'il y en a beaucoup. Hein. C'est surtout que c'est beaucoup d'actes qui se déclinent par nombre de localisations dentaires. Et à vrai dire, tous les plafonnements, toutes les revalorisations sont disponibles sur notre site internet. Hein. On a tout référencé, vous pouvez avoir accès à tout ça. Et en plus, de toute façon, dès le 1er janvier 2020, tout ça s'appliquera automatiquement dans votre logiciel. Mais il faut savoir également que donc le supplément pour pose d'une dent contreplaquée sur une prothèse amovible à plaque basse résine de 1 accident, donc 100% santé, tous plafonnés au 1er janvier 2021. Les changements de 1 à 8 facettes d'une prothèse dentaire amovible, pareil, 100% santé, plafonnée. Adjonction ou changement d'1 à 14 éléments d'une prothèse dentaire amovible, 100% santé, plafonnée. Et enfin, la préparation de prothèses amovibles en résine avec ou sans renfort métallique, fêlé ou fracturé, 100% santé, plafonnée. Vous pouvez retrouver la totalité des plafonds directement sur notre site internet. Et justement, ce qui va nous intéresser, ça va être également au 1er janvier 2021, eh bien, vous allez avoir des nouvelles informations d'alternatives thérapeutiques pour le devis conventionnel. On va les faire rapidement, il n'y en a pas des masses. Il y a donc l'Inlay Onlay, comme on l'a vu, l'Inlay Onlay, le reste à charge modéré gagne son plafond. Étant donné qu'il existe une proposition thérapeutique libre, à savoir le céramique ou alliage précieux, eh bien, du coup, étant donné qu'il y a moins de reste à charge pour le patient, ça constitue une information d'alternative thérapeutique sur le devis. On continue avec les trois autres. En l'occurrence, on est sur la prothèse amovible. En fait, c'est les complets. Hein. Donc, le complet à châssis métallique, unimaxillaire, eh bien, la plaque base résine, 100% santé, s'applique en information alternative. Également, une prothèse amovible définitive complète, bimaxillaire à châssis métallique, de la même façon, le HBLD 035, 100% santé, plafonné. Et enfin, la pose d'une prothèse amovible définitive complète unimaxillaire à plaque base résine et d'une prothèse amovible définitive complète unimaxillaire à châssis métallique, eh bien pareil, c'est le HVLD 035 qui s'applique en tant qu'information d'alternative thérapeutique dans le devis conventionnel. Et on va terminer justement pour les informations d'alternative thérapeutique sur une petite subtilité. Alors, la pose d'une prothèse amovible définitive à châssis métallique comportant 9 à 13 dents. Il est en reste à charge modéré. Enfin, ces actes sont dans le reste à charge modéré. Ils ne sont donc pas plafonnés au 1er janvier 2021. À vrai dire, leur plafond arrivera un peu plus tard. Sauf que voilà, il existe également donc la pose d'une prothèse amovible définitive à plaque base résine comportant de 9 à 13 dents dans le 100% santé qui, elle, est plafonnée. Si on appliquait d'une façon bête et méchante l'information d'alternative thérapeutique, on pourrait estimer que cet acte-là, donc à plaque base résine, constitue une alternative. Ça n'est pas le cas. C'est-à-dire que cet acte-là n'est pas considéré en tant qu'information d'alternative thérapeutique pour le devis. Lors des négociations conventionnelles, il a bien été indiqué que seul dans le cadre d'un couplet, la plaque base résine constituait une information d'alternative thérapeutique, mais pas dans les autres cas. La CNAM n'a jamais indiqué, que ce soit au logiciel ou même lors des négociations conventionnelles, que ces 9 à 13 dents à plaque base résine constituaient une alternative thérapeutique cohérente pour le châssis métallique pour le 9 à 13 dents. Donc, théoriquement, au 1er janvier 2021, il ne sera pas nécessaire de donner cette information alternative. Cela dit, j'ai encore eu quelques informations d'hier. Il semblerait que l'information circule, que ce soit le cas. On continuera évidemment à vous renseigner sur le sujet si jamais nous avons des nouvelles informations à ce sujet. Mais en tout cas, pour le moment, on m'a confirmé que ça n'était pas le cas. Donc voilà, pour le 1er janvier 2021, je n'ai pas parlé de revalorisation. Il y en a quand même pas mal aussi. On ne va pas tous les faire, encore une fois. Ils sont disponibles sur notre site internet. Il y en a pas mal, hein, donc n'hésitez pas à aller les consulter.
Donc voilà, on sait un petit peu ce qui va se passer au 1er janvier 2021. Sauf que voilà, le 100% santé, eh bien, il a commencé son application, bon, à vrai dire, vraiment au 1er janvier 2020. On connaît un petit peu l'année 2020, ce qui s'est passé. On a eu les premières modifications dès 2019. Et avec toutes les, donc disons tous les faits qui sont arrivés ces dernières années, eh bien, il nous a semblé essentiel de faire un petit point d'étape concernant ces différentes applications, les différents impacts sur l'activité du cabinet dentaire. Donc du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une petite étude sur les données statistiques de la CNAM. Et avant de vous présenter un petit peu cette étude, eh bien, déjà, je vais vous parler des données traitées. Pour jouer évidemment la transparence, hein, ce sont des données qui sont disponibles directement depuis l'assurance maladie. C'est la CNAM hein, qui la met à disposition. C'est un open data, n'importe qui peut y accéder. Elle comprend, en fait, ce sont des données nationales. À vrai dire, des données régionales existent, mais ce qui nous intéressait, c'était vraiment de vous donner un focus sur les données nationales. Et c'est l'ensemble des prestations de soins, à vrai dire, qui sont contenues dans ces données. Évidemment, les données qui vont nous intéresser là, en fait, la période qui va nous intéresser, c'est la période du 1er janvier 2019 au 30 septembre 2020. C'est la dernière date c'est la dernière date des données disponibles pour le moment. Et évidemment, ce qui nous intéresse particulièrement, eh bien, ce sont les prestations de soins des chirurgiens dentistes, et même plus précisément, le chirurgien dentiste libéral, car effectivement, en termes d'activité, les chirurgiens dentistes salariés, en fait, pourraient déséquilibrer en tout cas l'analyse, parce que, à vrai dire, l'activité n'est absolument pas la même. Donc, on voulait vraiment faire un focus sur le chirurgien dentiste libéral. Et également, il faut savoir, c'est plutôt logique à vrai dire, ces données-là ne comprennent absolument pas évidemment les actes non remboursables. C'est tout à fait normal. Vous ne transmettez absolument pas vos actes non remboursables à la Sécu. Pourquoi pas aux complémentaires, mais la Sécu ne le reçoit pas, n'en veut pas de toute façon, en tout cas pour l'instant. Et également, eh bien, ces données, eh bien, elles ne comprennent pas également les actes non transmis, ce qui est également évident. Sauf qu'un acte peut très bien être fait non transmis et donc n'entre pas dans les stats. Il pourra être transmis 2 mois plus tard et il entrera dans les statistiques que 2 mois plus tard. Évidemment, toujours à la date à laquelle il est effectué, mais en tout cas, on ne pourra le voir que 2 mois plus tard. Donc, en tout cas, voilà un petit peu le cadre des données que nous avons traitées. Et on va regarder un petit peu déjà dans un premier temps l'évolution des revenus de toutes les prestations de soins dentaires. Alors, voilà ce que ça donne un petit peu. Donc, depuis le 1er janvier jusqu'en septembre 2020, qu'est-ce qu'on peut voir? Alors, déjà, avant de commencer, décembre 2019, vous voyez qu'il y a un petit point dessus. Eh bien, malheureusement, les données de la CNAM sont incomplètes. Elle ne comprend sur cette date-là pas les soins conservateurs. Ce qui fait que du coup, la courbe est un peu plus basse que ce qu'elle devrait être. La marge, théoriquement, n'est pas bien grosse, mais en tout cas, je préférais vous indiquer cela. Évidemment, normalement, ça ne devrait pas être aussi bas en décembre 2019. C'est qu'un détail, ce n'est pas vraiment ce qui nous intéresse, mais je préférais vous l'indiquer. Cela dit, qu'est-ce qu'on peut voir? Eh ben, déjà, dans un premier temps, on peut voir évidemment le confinement. Le confinement de mi-mars à mi-mai, théoriquement. Et donc, on va voir évidemment un large impact, mais on va voir aussi le juin et juillet 2020 qui, évidemment, va être le rattrapage à la fois en termes d'activité, mais aussi les patients qui n'ont pas pu se rendre chez leur chirurgien dentiste pour continuer leur traitement, etc. Et on voit évidemment un pic d'activité en termes de revenus pour les cabinets dentaires, évidemment qui ne compense absolument pas le trou d'avril 2020, enfin, le trou du confinement en tout cas, mais on voit un large pic d'activité et d'ailleurs on va le détailler ensuite un petit peu plus précisément dans les slides suivantes concernant en fait exactement les types d'actes qui qui ont provoqué, disons, ce pic. Et également, ce qu'on peut voir, et ce qui est tout à fait notable, c'est août 2020, eh bien, plus d'activité que août 2019. Vous allez me dire, c'est tout à fait normal. Pareil, avec la fin du confinement, il y avait beaucoup plus d'activités, il fallait rattraper, etc.
on voit quand même que les vacances, les cabinets dentaires ont pu prendre leurs vacances. Heureusement, il y a eu fort à faire les 2 mois précédents. Mais en tout cas, on voit tout de même toutes les statistiques le montrent, il y a eu plus d'activité en tout cas que les années précédentes sur ce mois d'août 2020. Donc voilà pour les revenus de toute prestation des soins dentaires. On va continuer. On a voulu faire aussi un petit focus sur sur 3 catégories d'actes en particulier, que sont la prophylaxie. Alors en gros, dans les statistiques de la CNAM, la prophylaxie c'est la CNAM. Évidemment, il y a d'autres actes de prophylaxie, mais ce qui dénote par rapport à tous les autres actes, c'est bien le détartrage. La prothèse fixe, évidemment, parce que le 100% santé s'applique, et donc les soins dentaires. Alors pourquoi? Parce que le confinement, les protocoles sanitaires, donc il y a, disons, largement impacté, évidemment, l'organisation et l'activité du cabinet dentaire, mais on pouvait aussi voir l'impact sur les soins nébulisants, par exemple, évidemment, le détartrage, et donc on voit la statistique en termes de volume d'actes. Eh bien, on voit en donc mai 2020 qu'il y a les actes de prophylaxie qui sont toujours théoriquement au-dessus du soin conservateur. On voit qu'il y a un peu plus de mal à remonter. On voit également que après mai 2020, que la prophylaxie quand même est en deçà de son niveau de 2019. Donc il y a quand même un impact, hein, évidemment. On voit également que la prothèse, elle, est largement au-dessus, évidemment, de son niveau de 2019. On n'a pas encore assez de données sur 2020 pour voir vraiment la tendance, même si on s'attend, mais j'y reviendrai, à quand même, avec le 100% santé, à une augmentation plutôt constante, en tout cas sur les prochaines années, du nombre de prothèses effectuées et donc des revenus générés par les prothèses. Mais en tout cas, donc, on voit largement l'impact du confinement, des protocoles sanitaires sur la prophylaxie, et on voit donc le rattrapage des prothèses non posées, etc. Les soins, pareil, sur donc ce juin et juillet 2020. Pareil pour les revenus. Alors les revenus, on va passer un petit peu dessus parce que la prothèse fixe, on voit largement donc un pic qui s'effectue. D'ailleurs, on voit janvier 2020, février 2020 aussi, avec un tout petit pic, mais après tout aussi quelque part équivalent que les pics de 2019. Et on va voir justement, ce qui va nous intéresser là, c'est de faire des focus sur les prothèses fixes, sur les paniers de soins. Où en est-on par rapport aux évaluations qu'il y avait eu initialement lors des négociations conventionnelles, etc. On a maintenant la nomenclature qui est assez détaillée pour voir ce qui est fait par panier. Donc, eh bien, on va regarder ce qui se passe. On va regarder par panier quels sont les volumes d'actes, quels sont également les volumes. Là, pour l'instant, c'est juste en volume d'actes et en fait les parts par panier sur le volume d'actes. Donc, c'est le volume d'actes, évidemment, c'est le nombre d'actes effectués. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir déjà application de l'éclatement, disons, de la nomenclature concernant les couronnes, les prothèses fixes, mais aussi les bridges, dès 2019. Donc, déjà, les statistiques sont précises à partir de avril 2019. On n'a pas évidemment au début de l'année 2019. Cela dit, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que les évaluations, et surtout donc août 2019, donc on est sur une activité tout à fait standard, et ce qui va dénoter réellement, dans un premier temps, qu'est-ce que c'est? C'est décembre 2019. Évidemment, la temporisation des patients, l'application du 100% s'effectue en janvier. Il y a une large temporisation concernant le 100% santé en décembre 2019. On voit tout de même que l'honoraire libre, enfin le panier libre, continue quand même sur 2019 en termes de régularité, j'ai envie de dire. Sauf que voilà, on voit une large cassure sur 2020. On voit une dynamique qui commençait. On était à une époque encore où on entendait pourquoi pas parler du coronavirus, mais en tout cas, en aucun cas, on se profilait un confinement. Donc, on voit une dynamique, on voit une grosse dynamique sur le 100% santé. Évidemment, c'est la temporisation de décembre 2019. Et malheureusement, le confinement intervient et casse complètement cette dynamique.
qui ne permet pas d'avoir une courbe statistique relativement sur laquelle on peut avoir une référence en fin de compte, parce que malheureusement, comme ce confinement arrive, eh bien, le rattrapage de ce confinement va s'effectuer en juin et juillet. On voit que le 100% santé quand même explose largement en termes de volume. On voit quand même un panier reste à charge modéré qui est plutôt stable. On voit quand même au début de l'année 2020 un large impact sur le panier de soins honoraires libres qui commence à baisser. On voit qu'il remonte en juin-juillet 2020 parce que c'est le report du confinement dessus. Mais on va voir, surtout dans la part des paniers, que le panier honoraire libre eh bien, en fait, va être largement impacté sur l'application du 100% santé, tout simplement, en termes de volume, beaucoup plus de 100% santé à partir du 1er janvier 2020, et c'est surtout l'honoraire libre en fait qui en pâtit, et donc avec un panier reste à charge modéré plutôt stable, qui perd 2 points il me semble, mais qui reste quand même plutôt stable. Et donc, alors là on a le volume d'actes, c'est donc le nombre d'actes effectués. Ce qui nous intéresse aussi, c'est eh bien, le revenu généré par panier. Parce que, évidemment, le 100% santé, on va le voir, étant donné qu'ils sont plafonnés, il y a moins de revenus générés, il y en a beaucoup plus d'actes effectués tout de même, hein, mais quand même, le revenu généré est moindre. Donc, ce qu'on peut voir, eh bien, évidemment, le panier honoraire libre, justement, hein, qui constituait la majeure partie des revenus générés, mais on voit un basculement sur 2020 du 100% santé. C'est le 100% santé maintenant qui est en tête, j'ai envie de vous dire, de la part de revenus générés par les cabinets dentaires. Donc, alors, encore une fois, c'est difficile hein, de trouver une vraie courbe de tendance avec cette année 2020 qui est très chaotique avec le confinement et son impact. Donc, c'est très difficile pour l'instant de trouver des éléments de référence. Par contre, en discutant avec différents responsables syndicaux, etc., évidemment, ils s'attendaient à une telle, enfin pas une telle, mais au moins une augmentation de la part de prothèses posées à partir de 2020. Évidemment, le 100% santé, ça a largement impacté eh bien, l'accès aux soins, l'acceptation des patients. Donc, les patients, en fait, rattrapent aussi tout ce qu'ils n'avaient pas pu faire jusque-là. Et en fait, il faisait le parallèle avec l'application également de la prise en charge des patients CMU au niveau des prothèses, qui était, il me semble, dans les années 2000. Et pareil, 2 ans après, enfin pendant 2 ans après cette application, eh bien, ils avaient noté une augmentation du volume d'actes effectués en prothèse, parce que tous ces patients CMU à l'époque, eh bien, en fait, ils n'avaient pas pu avoir accès aux soins, et c'est sur ces 2 ans-là, en fait, qu'ils s'étaient rattrapés. Donc, en gros, effectivement, c'est bien prévu, hein, cette augmentation. On n'a pas encore de données assez fiables avec malheureusement cette année un peu très impactée pour tirer des conclusions tout de suite, hein, mais cela dit, en tout cas, ce qui est prévu, c'est bien une augmentation en tout cas de la part des prothèses posées sur ces 2 prochaines années. Alors après, la part en elle-même par panier de soins de ces prothèses posées et des revenus générés en elle-même, c'était un peu flou, et on va le voir ensuite parce que justement, la dernière statistique qui va nous intéresser, mais en fait, c'est la part de chacun des paniers, alors, en volume d'actes déjà, sur 2019 et 2020. On voit qu'en 2019, en fait, la part de ces paniers est, en tout cas pour le honoraire libre et le 100% santé, était assez équilibré, avec donc quand même 20% pour le reste à charge modéré. Et on voit un large basculement quand même en 2020. L'accès aux soins, l'acceptation, c'est normal, hein, le patient est maintenant totalement remboursé. L'élément financier logiquement impacte la part des paniers de soins. C'est évidemment, c'est le panier honoraire libre hein, qui en pâtit le plus. Et également en termes de revenus, alors évidemment, le panier honoraire libre va largement, en tout cas, va résister, mais on voit quand même une large partie, une large évolution du revenu et du volume d'actes
100% santé. Et d'ailleurs, souvenez-vous, je ne sais pas si vous aviez peut-être participé aux précédentes conférences Julie Solutions de l'année dernière, sur laquelle on parlait évidemment des paniers de soins, etc. Eh bien, l'estimation pour les négociations conventionnelles en 2018, mais même avant, à vrai dire, eh bien, le panier 100% santé était estimé à 46%, c'est-à-dire qu'il était un peu surévalué, donc on le voit là à 41%. On voit aussi que en fait, les stats n'étaient pas très bonnes, hein. Il y a en tout cas pour le reste à charge modérée, 6 points d'écart, et c'est surtout le panier honoraire libre, 11 points d'écart, qui avait vraiment été totalement sous-évalué pour l'année 2019. Et d'ailleurs, ces statistiques évaluées à l'époque, c'était sur le volume d'actes, c'était pas sur le revenu généré, c'était sur le volume d'actes effectués. Donc, voilà ce qu'on pouvait dire. Il y a d'autres éléments que je n'ai pas abordés, hein, par exemple la revoyure, surtout la revoyure, à vrai dire, hein, la revoyure qui va se baser sur des années de référence, etc. Malheureusement, pour l'instant, alors ça va être en cours de négociation, même si les réunions paritaires ont tout été un petit peu reportées, et surtout, je vais vous dire, les sujets sur la table étaient plus sur la gestion de la Covid-19 plutôt que les prochaines étapes du 100% santé, mais en tout cas, mais ça va évidemment revenir, les statistiques vont s'affiner et il va y avoir évidemment des choses qui vont se faire. Maintenant, est-ce que ça va se déclencher ou pas? Je n'ai pas encore la réponse, ce sont des choses qui vont arriver. Enfin, en tout cas, de plus d'informations seront probablement disponibles une fois que les réunions paritaires pourront reprendre sereinement. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur les statistiques. Et donc du coup, maintenant que on sait à court terme ce qui se passe, hein, c'est-à-dire c'est le 1er janvier 2021, on sait un petit peu ce qui s'est passé sur les précédentes années. On a vu l'évolution. Maintenant, on va se poser la question, hein, quelles sont les perspectives réglementaires qui nous attendent sur les prochaines années, hein, 2022, 2023, ou même pourquoi pas 2021. J'ai choisi 3 sujets particuliers. Il y en a un que je vais vraiment détailler, mais selon moi, les 3 sujets qui vont le plus impacter l'activité et pourquoi pas donner le plus d'opportunités au cabinet dentaire pour son activité. Dans un premier temps, évidemment, c'est la télémédecine. La télémédecine, on en a beaucoup parlé pendant la crise de la Covid-19. Il y aura eu beaucoup d'applications pour les suivis des patients, les prescriptions, etc. Sauf que voilà, la télémédecine, avant que la caisse n'ouvre, enfin la CNAM n'ouvre le remboursement aux chirurgiens-dentistes, déjà il faut définir un champ d'application avec des groupes de travail qui ont déjà eu lieu, qui sont en cours, etc. Et également des aspects techniques, car en fait la télémédecine, en termes de facturation, impose un certain cadre. Tout ce cadre, à vrai dire, il est déjà prêt, hein. C'est dans votre logiciel qui se fera. C'est pas un problème, il est déjà prêt, oui, comme je le disais, mais c'est surtout qu'il sera juste ouvert à la profession de chirurgien-dentiste. Il n'y a pas grand-chose à faire à ce niveau-là, mais en tout cas, c'est surtout le champ d'application qui pose problème pour l'application de la télémédecine, pour la profession de santé, chirurgien-dentiste. Tout cela, sera analysé et étudié en groupe de travail, et donc ils rendront leurs conclusions et ouvriront la télémédecine. Bon, évidemment, il y a des priorités à ce niveau-là. Différents syndicats ont déjà communiqué sur le sujet. C'est quelque chose, à mon avis, qui arrivera quand même très rapidement pour les chirurgiens-dentistes. Ensuite, le second point, la prévention. Alors, il nous avait été présenté à l'époque, lorsqu'on nous a présenté la convention 2018-2023, en fait, les articles 14 et 15 de la convention qui initiaient des groupes de travail et vraiment des refontes de la prévention en France, la prévention dentaire, en valorisant mieux, avec des meilleures rémunérations sur les actes de prévention, mais aussi des prises en charge globales, des choses très très intéressantes, avec des groupes d'études également qui avaient été déjà formés, etc. et qui ont le potentiel, j'ai envie de vous dire, de profondément impacter l'activité des cabinets dentaires. Évidemment, vraiment, c'est comme il nous le présentait à l'époque, c'est pratiquement un changement de philosophie qu'il proposait avec ces groupes d'études. Alors ça va arriver, ça va mettre sûrement du temps à s'appliquer, mais en tout cas, je trouvais intéressant, en tout cas, cette approche-là, et également en termes de propositions, même s'il y a beaucoup de travail à faire dessus, c'est quelque chose qui va largement impacter l'activité cabinet dentaire dans les prochaines années. Et enfin,
et c'est celui qui va surtout nous intéresser maintenant, c'est l'application du tiers payant. Le tiers payant, évidemment, je vais le détailler complètement celui-là, parce que c'est à mon avis celui qui arrivera le plus rapidement possible. Peut-être pas, la télémédecine arrivera peut-être très rapidement, mais le tiers payant et son cadre général en termes d'organisation et en termes d'activité, il faut évidemment un champ d'application défini, mais également des facilitations. Et on va le voir. C'est une telle machine à gaz actuellement que, évidemment, les cabinets dentaires ont beaucoup de mal à s'y mettre. Je ne fais évidemment pas d'idéologie là-dedans, hein, je ne pousse pas à appliquer le tiers payant. Mais en tout cas, si jamais le tiers payant devenait obligatoire, et on va le voir que ça va probablement être le cas, eh bien en tout cas, il faudrait faire en sorte que pour le cabinet dentaire, ça soit bien plus facilité. Et on va justement regarder un petit peu tous ces aspects-là. Dans un premier temps, évidemment, comment ne pas repasser par cette petite vidéo de octobre 2019. Qui deviennent maintenant opérationnels chez les médecins. Et je tiens à ce que ce tiers payant intégral soit possible, notamment là cette année, et je tiens à ce qu'il soit faisable, notamment pour le 100% santé. Vous savez, c'est les mesures prises pour le remboursement des lunettes, des audioprothèses et du dentaire. Si nous n'avons pas le tiers payant généralisé et qu'il y a une prise en charge à 100%, il y aura quand même, pour un certain nombre de publics, une avance de frais qui peut être... que les patients ne paieront plus lorsqu'ils iront chez le médecin, chez un kiné ou chez un dentiste. Il faut que les professionnels s'équipent. C'est-à-dire que maintenant que les mutuelles jouent le jeu. Oui, les mutuelles, elles jouent le jeu. C'est un logiciel. Le problème... Alors, quand ce sera fait quand? Ça sera fait cette année. Cette année, à la fin de l'année. Le problème, je le répète, c'est pas maintenant technique. Donc, au-delà du fait que c'était extrêmement approximatif, Agnès Buzyn, donc ex-ministre de la Santé, ex-future maire de Paris, expliquait fin 2019 que le 100% santé, en tout cas, il y avait clairement une volonté politique affichée d'appliquer le tiers payant, en tout cas sur le 100% santé, et évidemment sur les soins dentaires du panier 100% santé. Et justement, donc, récemment, un article du projet de loi de financement de la sécurité sociale, eh bien, des dispositions ont été prises et comme on peut le voir dans l'exposé sommaire, eh bien, le présent, c'était donc un amendement déposé par les députés qui vise à rendre effectif le tiers payant intégral sur les équipements et les soins du panier 100% santé en le rendant obligatoire. Donc, pour les organismes complémentaires santé proposant des contrats responsables. Donc, du coup, le tiers payant obligatoire, eh bien, il a été adopté tout simplement sur le panier 100% santé. Et, coup du sort, je ne sais pas, mais comme on peut le voir, vendredi 23 octobre 2020, un an pile après la précédente interview qu'on vient de voir. Donc, encore une fois, c'était qu'une question de temps, on le savait. Le tiers payant sur le 100% santé, la volonté politique, évidemment, c'est l'accès aux soins, c'est le financement des soins pour les patients, hein, évidemment, pour que le plus de monde ait accès aux soins. Eh bien, cet élément financier, il est essentiel, en tout cas pour les pouvoirs publics. Et du coup, eh bien, les briques se mettent les unes après les autres pour que eh bien, s'applique ce fameux tiers payant intégral sur les paniers de soins. Sauf que voilà, eh bien, on va regarder un petit peu ce qu'est la pratique du tiers payant pour un cabinet dentaire actuellement. Et on va voir qu'on s'expose à tout un tas de difficultés, de barrières qui, effectivement, si on devait appliquer le tiers payant intégral pour la prothèse demain, eh bien, ça serait une sacrée paire de manches. On va regarder rapidement le chirurgien dentiste qui souhaite appliquer le tiers payant tout simplement pour son patient. Son patient qui évidemment a toujours, pour l'acceptation de sa proposition thérapeutique, un élément qui reste essentiel, c'est évidemment son reste à charge. Et donc, première barrière, le conventionnement. Pour pratiquer le tiers payant, eh bien, il faut signer une convention avec les différents organismes complémentaires. Et des organismes complémentaires, eh bien, en France, il y en a des centaines, 350, voire même beaucoup plus. Pour le chirurgien dentiste, c'est dans un premier temps un temps rien que ça administratif à la signature de ce conventionnement, s'il doit se conventionner avec une mutuelle ou caisse. C'est du temps administratif, c'est compliqué et c'est déjà une première étape
à passer pour l'application du tiers payant au cabinet vers une mutuelle. Ensuite, on va avoir le patient qui va se présenter avec son attestation, parce que pour que le praticien puisse pratiquer le tiers payant, il faut qu'il rentre ces informations dans son logiciel. Donc, on va lui présenter une attestation, et vous devez connaître évidemment les attestations mutuelles. Elles sont cryptiques, elles sont indescriptibles, incroyables. On ne sait pas quelle information correspond à quoi. Il faut une véritable formation pour comprendre tout ça. Donc, c'est une seconde barrière, hein, en termes de gestion. Il faut chercher, il faut comprendre. C'est compliqué. On a ensuite la proposition thérapeutique. Alors là, on sort un petit peu du cadre, j'ai envie de vous dire, technique et de l'application du tiers payant. Mais la proposition thérapeutique en elle-même, on le verra ensuite, en fait, elle n'est pas vraiment adaptée à l'application du tiers payant. Parce elle comporte des colonnes qui vont expliquer ce que la caisse ne remboursera jamais. Mais le patient ne sera pas plus informé au cas où les informations pourraient être dans votre logiciel, pourquoi pas. Il n'y a rien qui permet d'informer directement sur la proposition thérapeutique, eh bien, le reste à charge pour le patient. Chose qui serait essentielle si jamais le tiers payant était obligatoire. Ensuite, ces propositions thérapeutiques, le patient, il doit faire le ping-pong avec sa mutuelle, ou même directement, le praticien envoie maintenant son devis directement à la mutuelle. Donc, il y a tout un tas d'interactions et d'interactivités, j'ai envie de vous dire, entre le cabinet, le patient et sa mutuelle pour savoir en fin de compte ce qui est remboursé. Et enfin, donc, la fameuse estimation du remboursement envoyée au patient ou même, pourquoi pas, au praticien. C'est très bien d'avoir ça, mais il faut aussi le traduire dans sa facture parce que pratiquer le tiers payant, c'est bien beau, mais la façon la plus simple reste tout de même de faire tout ça dans son logiciel, d'établir les factures dans son logiciel et de ne pas aller directement sur les interfaces des différentes mutuelles, aller saisir ses devis, faire de la double saisie. Tout ça, c'est très compliqué. Et enfin, transmettre, si on le souhaite, une feuille de soins, une facture à la fois en tiers payant à la caisse et à la fois en tiers payant à la mutuelle, c'est un véritable parcours du combattant. Parce qu'il faut avoir déjà renseigné les informations en amont, que les remboursements soient bien calculés dans votre logiciel et renseignés dans la feuille, et ensuite que ça parte au bon organisme, pour enfin terminer avec la gestion des suivis, les factures, qui paye quoi, qui paye quand. C'est pas possible. Toutes ces briques-là, elles constituent en termes d'activité, un impact incroyable. Et d'ailleurs, les cabinets, qu'est-ce qui est en France, en métropole, la structure qui pratique le plus le tiers payant, ce sont les centres dentaires. Et clairement, les centres dentaires, ils ont une équipe de gestion, des gens qui s'occupent uniquement de ça, qui sont payés qu'à ça, en fait, de la gestion du tiers payant. Donc, clairement, en termes de gestion, ça doit être facilité, clairement, avant une mise en place obligatoire, pourquoi pas, ou potentiellement obligatoire, concernant le tiers payant. Il y a beaucoup trop de freins pour qu'une application de tiers payant intégrale soit simple, en tout cas, soit acceptée par les cabinets internes, ou acceptable même. Et donc, du coup, on s'est un petit peu intéressé à ce qui se passe au niveau du tiers payant actuellement, alors pas en termes de gestion, mais en termes de pratique. Est-ce que les praticiens, est-ce que les chirurgiens dentistes appliquent le tiers payant actuellement? On a quelques statistiques, c'est des statistiques qui sont issues du comité de pilotage du tiers payant. Et on peut voir que le cabinet dentaire, il pratique le tiers payant. Alors, en fait, c'est une évolution entre T1 2017 et T1 2019. Et on voit que déjà, ça évolue pas beaucoup. On voit quand même qu'on a une sacrée marge. Pour le chirurgien dentiste, ça n'évolue pas des masses. Il y a un peu plus de pratique. En même temps, c'est normal. Il y a, encore une fois, une sacrée marge d'évolution. Donc ça, c'est vraiment tout tiers payant. Ensemble, disons. Et en fait, ce qui va nous intéresser maintenant, c'est les différentes sortes de tiers payants et comment il est pratiqué par le chirurgien dentiste. Et justement, on va regarder le tiers payant réglementaire. Le tiers payant réglementaire, en fait, c'est simple, c'est tiers payant obligatoire. Les patients CSS, les patients ALD,
les patients en accident de travail, etc. Ce sont des tiers payants généralement qui sont pratiqués automatiquement par vos logiciels, c'est normal, c'est la réglementation. Et donc, on voit que les praticiens les chirurgiens dentistes sont très disciplinés, hein, et d'ailleurs, toutes les professions de santé sont plutôt disciplinées à ce niveau-là. Évidemment, les cabinets dentaires, étant donné qu'ils font de la prothèse sur laquelle il y a souvent des parts complémentaires, la part bleu sombre, qui est la part TP, AMO plus AMC, pour les patients en CSS, c'est tout simplement les patients qui font augmenter les jauges. En fait, elle est bien plus importante que sur les autres professions de santé, parce qu'il y a beaucoup plus de parts complémentaires pour les cabinets dentaires. Mais cela dit, donc, on voit que tout le monde est bien discipliné tout de même. Le tiers payant réglementaire est bien appliqué par les professions de santé. Mais il faut aussi dire que les tiers payants réglementaires sont également très facilités. Vous n'avez pas besoin de faire du ping-pong avec un quelconque organisme ou quoi que ce soit. Les prix sont définis, etc. Les prises en charge sont définies. Vous transmettez, c'est réglé. Dans vos télétransmissions, il n'y a pas grand-chose à faire en fait en termes de renseignements. Ou en tout cas, c'est des choses que vous avez l'habitude de faire. Et donc, on va regarder les tiers payants hors réglementaire. Tout ce qui n'est en fait en gros que du tiers payant, disons complémentaire. Et c'est le chirurgien en fait, qui choisit, disons, l'application de ce tiers payant. Et là, c'est beaucoup plus disparate parmi les professions de santé. On voit les pharmacies, hein, on sait qu'ils pratiquent le tiers payant d'une façon systématique. Mais on voit les dentistes. Les chirurgiens dentistes, déjà l'évolution, très peu d'évolution hein, entre 2017 et 2019. Et aussi, on voit tout simplement qu'il y a très peu de tiers payants sur la part obligatoire et complémentaire qui est effectuée par les cabinets dentaires. C'est juste la logique des choses par rapport aux problématiques qu'on a vues avant. Je ne parle pas d'idéologie quoi que ce soit. Hein, je n'entre pas dans cette sur ce type d'approche idéologique ou quoi que ce soit. Évidemment, si vous ne voulez pas pratiquer le tiers payant d'une façon par idéologie, c'est tout à fait respectable, hein, il y a des pros, il y a des contre. Mais en tout cas, en termes de gestion, c'est de toute façon une énorme barrière, clairement. Donc du coup, eh bien, quelles sont les solutions? Donc on a analysé en fait les solutions qui vont être apportées parce que c'est bien simple. Je ne suis pas le seul à faire le constat. Hein, les professions de santé ont fait le constat et même en fait les mutuelles ou même les caisses, l'ACTAM, tout le monde a fait le constat que c'est pas facile, pas simple pour un chirurgien dentiste de faire le tiers payant. Et donc du coup, quelles sont les solutions qui vont être apportées par rapport à cela? En tout cas pour que, en termes d'organisation, en termes d'activité, ça soit fluidifié. On va les décliner et en fait chacun des blocs que je vous ai montré tout à l'heure, eh bien, ils vont avoir dès maintenant ou dans les prochaines années, eh bien, de larges revues et de larges revisites pour faciliter tout ça. Dans un premier temps, le conventionnement. Alors, le portail inter-ANC, déjà, ce qui m'intéressait de vous présenter, c'était surtout l'association inter-ANC. Quand je vous ai dit que tout le monde avait compris que ce tiers payant était difficile à appliquer en cabinet dentaire, en fait, une association, et pour toutes les professions de santé, une association des complémentaires s'est créée en 2016, je crois, ou 2015, pour justement en fait faciliter, pour proposer disons, des services aux professions de santé, parce qu'ils avaient bien compris que tout le monde faisait un petit peu sa tambouille dans son coin, c'est-à-dire qu'ils avaient tous des contrats différents, des attestations différentes, des informations différentes, enfin des choses incroyablement différentes entre chacun des complémentaires, et ça c'est absolument impossible à maintenir et absolument pas simple du tout pour les professions de santé, et donc ils se sont regroupés pour harmoniser, pour standardiser en fait tout ça, et donc eh bien ils ont créé à la fois en fait donc c'est un robot pour répondre aux demandes DPS, mais également un cadre commun pour créer un cadre commun à toutes les complémentaires. Et donc, ils disposent également d'une offre de services simple, transparente et fiable. C'est également leur but, c'est de faire en sorte que tout soit simplifié, transparent et fiable, parce que c'est évidemment une des barrières pour les différentes professions de santé, la confiance, tout simplement, hein, envers ces organismes. Donc, du coup, ce qu'ils ont fait, hein, c'est créer un portail de contractualisation unique avec tous les AMC. Ils ont regroupé, enfin, ils ont 97% hein, des complémentaires du marché. Et en fait, ils ont un portail dans lequel on peut se contractualiser avec tout le monde en même temps, directement depuis le portail et en plus en ligne, ce qui facilite largement eh bien, le conventionnement avec les complémentaires.
Bon, évidemment, pour le dentaire, c'est toujours un peu particulier et si nécessaire, les adaptations seront étudiées et évidemment, cette association inter-AMC est là pour faire des propositions en ce sens. Ensuite, l'identification du patient. On l'a vu tout à l'heure, hein, cette attestation complémentaire qui est problématique. Eh bien, cette association inter-AMC également, elle a créé ce qu'ils appellent un cadre harmonisé. En fait, c'est pour identifier simplement la mutuelle et en fait, identifier surtout en fait, les numéros à rentrer parce que vous savez que pour transmettre votre facture à une mutuelle depuis votre logiciel, il faut rentrer le numéro de télétransmission et en fait, pour harmoniser, ils ont donc harmonisé ce cadre pour que tout soit identifiable. Alors, j'ai envie de vous dire, c'est une bonne étape, mais c'est pas aussi pratique qu'on pourrait. Cela dit, ils ont quand même intégré quelque chose d'assez pratique, je trouve, qui est ce fameux code data matrix. Et ce code data matrix, il est bien plus simple quelque part que ce cadre parce qu'il va vous aider à l'aide d'une douchette, tout simplement. Hein, c'est vraiment un outil qui va devenir presque incontournable. Dans bien des cas, hein, pour un cabinet dentaire, vous devez sûrement l'utiliser au quotidien. Pour certains aspects du cabinet dentaire, mais pour la carte mutuelle, eh bien, un coup de douchette sur le data matrix, directement dans votre logiciel, la saisie d'attestation est largement facilitée. Le data matrix est rentré dans la saisie d'attestation. Votre logiciel, automatiquement, il identifie le numéro d'organisme, le numéro d'adhérent, le type de gestion de la mutuelle. Vous n'avez pas du tout à penser à ça. Vous bipez et automatiquement, tout est rentré dans votre logiciel et vous n'avez rien à lire. Vous avez juste à biper un code. Et tout est dans votre logiciel, tout simplement. Donc, l'identification est également largement simplifiée. Et ça, à vrai dire, c'est déjà sur le terrain. Ça existe déjà. Ensuite, la proposition thérapeutique. Alors là, l'adaptation du devis conventionnel, là, c'est plus un point d'interrogation. Ce sera probablement un aspect des futures négociations conventionnelles. Comme je vous le disais, ce devis, eh bien, pour moi, ça reste une brique essentielle. C'est l'information au patient. De toute façon, ça fait partie du consentement que toutes les informations soient apportées au patient, qu'elles soient cliniques, mais aussi financières. Clairement, c'est devenu un aspect très important dans la prise de décision, et on voit de toute façon avec les statistiques des actes effectués, mais donc il ne comporte pas d'informations claires à ce niveau-là. Du coup, une colonne de parts complémentaires de prise en charge avec les prises en charge du patient, soit le reste à charge, peu importe, j'ai envie de vous dire, mais en tout cas une information bien plus claire que ce qui existe. À vrai dire, dans les précédents devis conventionnels, cette information existait, en tout cas la colonne existait, elle était là, elle était, disons, prête à accueillir l'information. Et dans le dernier devis conventionnel, pour l'instant, cette information a été retirée. Et enfin, on continue avec l'estimation de remboursement complémentaire. Alors là, on rentre dans, j'ai envie de vous dire, selon moi, une des clés de la facilitation du tiers payant, c'est en fait un téléservice. Vous connaissez maintenant tous ADRI, hein, ce qui vous permet de récupérer les droits des patients, les droits d'assurance obligatoire, donc d'AMO du patient, mais aussi, pourquoi pas, ses ALD, etc. Enfin, si il est soumis à ALD, etc. Et de mettre à jour aussi ces informations à l'aide directement des serveurs de la Sécu. Et bien en fait, le téléservice SEL-AMC, qui pour les chirurgiens dentistes s'ouvrira courant peut-être fin 2021, début 2022, et bien selon moi, c'est une des clés clairement de l'application d'un tiers payant généralisé, parce que en fait, le chirurgien dentiste, directement dans son logiciel, il va pouvoir interroger la complémentaire du patient. Évidemment, toutes les informations d'identification seront rentrées dans le logiciel en amont, hein, avec l'attestation, etc. du patient. Mais directement, il va établir son devis, le professionnel de santé, et en faisant appel à ce fameux téléservice, et bien déjà, il va pouvoir, un peu comme ADRI, récupérer les droits du patient pour les valider, évidemment, pour que ça soit sécurisé à ce niveau-là. Les complémentaires pourront également retourner des informations prises en charge AMC, parce que je ne veux absolument pas être angélique avec le tiers payant. Il y aura toujours des problématiques, enfin des spécificités par rapport à des complémentaires, etc. Tout ne va pas s'harmoniser du jour au lendemain, mais en tout cas, il est prévu que des informations de prise en charge, si la mutuelle autorise les estimations, les prises en charge directement dans le logiciel, tout cela sera retourné pour information aux professionnels de santé et justement, il pourra directement, depuis son logiciel, demander une estimation ou une prise en charge directement à la mutuelle
et la mutuelle renseignera le taux par rapport évidemment aux garanties du patient directement dans votre logiciel. Le remboursement mutuel sera renseigné tout simplement dans votre devis. Et en plus de cela, un numéro de PEC, alors le numéro de PEC, c'est le numéro de prise en charge, hein, c'est-à-dire que le praticien fait une demande de prise en charge, enfin le patient ou le praticien peuvent faire une demande de prise en charge et ensuite la mutuelle renvoie cette prise en charge. Ils ont donc bloqué l'argent de leur côté, ils s'attendent à recevoir une facture concernant ces prises en charge-là. Et en fait, ce numéro-là, il permet de transmettre en facture, en télétransmission directement, eh bien, ces montants afin de, en fait, de créer de la facturation tout simplement par la télétransmission. Et justement, la transmission de la prise en charge complémentaire, elle est essentielle. C'est justement la gestion de la prise en charge. Et alors, actuellement, la prise en charge, elle se passe toujours par papier ou par évidemment des documents, des PDF ou je ne sais quoi qui vous sont transmis. Dans ce document, vous avez un numéro de PEC qui correspond à la prise en charge mutuelle du patient et un montant PEC, donc un montant pris en charge sur l'acte précédemment transmis par devis ou autre. Et donc, du coup, ce numéro-là, eh bien, vous pouvez directement les transposer dans votre logiciel. Évidemment, vous avez renseigné l'attestation du patient dans votre logiciel. Vous avez juste à rentrer le numéro de PEC, le montant de la prise en charge de mutuelle et directement transmettre ça en facture. Votre logiciel, il vous génère une feuille de soins électronique, une DRE avec les bons montants, les bonnes prises en charge et ça transmet directement à la mutuelle concernée et à la CNAM, enfin à la caisse du patient pour remboursement. Et là, on transpose un petit peu ce qui se fait en termes de, en termes de tiers payants réglementaires obligatoires type CSS. Vous avez le moins de choses à faire possible. Évidemment, il y a toujours une petite particularité sur le complémentaire qui varie en fonction des garanties, ce qui n'est pas le cas sur la CSS. Mais en tout cas, vous avez une large facilitation concernant un numéro de PEC, le montant prix, j'envoie en télétransmission. Tout est simplifié. Et une fois que le téléservice SEL AMC sera mis en place en 2021-2022, fin 2021, peut-être 2022, et bien là, il n'y aura carrément même plus à saisir rien du tout. Vous êtes dans votre devis, vous envoyez votre prise en charge, enfin votre demande de prise en charge, la mutuelle renvoie la demande de prise en charge directement dans le devis de votre logiciel et tout ça se transmet directement en facturation. Il n'y a plus rien à ressaisir. Et là, on est dans une véritable fluidité de la facturation, en tout cas, du tiers payant. Et enfin, on termine par, comme on l'a vu, hein, la gestion des règlements, les différents organismes qui vous règlent, faire la part des choses, à qui, à quoi, etc. C'est compliqué. Tout cela, encore une fois, ça doit se passer dans votre logiciel et ça se passe déjà dans votre logiciel. La norme RSP 580, elle est déjà déployée. Elle est déployée depuis maintenant un certain temps. Je crois qu'elle a été faite en déjà 2016 et donc elle est déployée depuis un certain temps maintenant dans votre logiciel. Et ça permet d'avoir tout simplement ce qui se passe sur les comptes bancaires, en fait, d'avoir les règlements, les virements, et tout ça, en fait, c'est géré par la télétransmission. Vous recevez, en fait, les notifications de virement par la télétransmission, les patients concernés, les suivis des factures, qu'est-ce qui est payé, qu'est-ce qui est en cours, quel organisme, tout cela avec le détail dans votre logiciel. Et on voit que tout cet axe d'application de tiers payant, clairement, elle passe dans votre logiciel. Donc, il doit vous proposer toutes les facilitations possibles pour que ce soit tout simplement du temps gagné hein, en termes de gestion, que ce ne soit pas une problématique pour vous. Donc voilà ce que je voulais dire. Eh bien, écoutez, si vous le souhaitez, je vais prendre quelques questions. Je pense que j'ai largement dépassé le temps. J'avais tellement de choses à dire. Je suis désolé. Est-ce que nous avons quelques questions ? Est-ce que j'ai… Non ? Est-ce que vous avez des questions? Je vous laisse les poser. Vous pouvez les poser directement normalement dans votre interface. Alors pour ça, j'ai toujours ma question, hein, je suis désolé. Ah.
Alors, où achète-t-on la douchette? Alors, les douchettes, c'est un élément qui me semble assez intéressant. Alors, où achète-t-on? En fait, vous pouvez en trouver n'importe où, hein, clairement, que ce soit sur Amazon ou même des distributeurs, vos distributeurs, à mon avis, tout simplement habituels. Mais la douchette, en fait, je pense qu'il faut sortir un petit peu de l'image qu'on a de la douchette, le bip avec le manche, etc. Maintenant, il existe tout un tas d'applications de petites douchettes, etc., des trucs très sans fil, etc. Enfin, je veux dire, il y a une gamme maintenant assez incroyable. Et en termes d'adaptation pour le cabinet dentaire et son activité, pour le post-accueil, pour la stay, etc., il y a tout un tas, tout un catalogue, pardon, de possibilités sur les douchettes. Et je vous invite en fait à regarder un petit peu ce qui se fait. Et vous allez voir que je pense que vous pouvez largement trouver en fait l'outil en adéquation avec l'usage que vous avez en fait au cabinet, en fonction de qui utilise quoi, que ce soit une borne, que ce soit une douchette à main sans fil, etc., ou même que vous pouvez utiliser, disons, d'une façon nomade dans le cabinet. Je pense qu'il y a des choses à voir à ce niveau-là. Je trouvais ça assez intéressant en fait en termes de gamme de produits, de ce qui est disponible. Mais je vous suggère pourquoi pas de vous intéresser un petit peu à ce sujet. Alors, Julie sera prêt. Julie sera évidemment. Julie sera prêt réglementairement. De toute façon, nous devons et nous nous imposons de vous proposer toutes les fonctionnalités les plus avancées. Et c'est de toute façon, j'en vais un fer de lance. Clairement, tous ces aspects-là doivent être facilités. Nous devons vous accompagner au maximum. C'est ce que nous proposons, c'est ce que nous souhaitons pour vous. Et évidemment, pour moi, c'est tout à fait clé et ça sera totalement prioritaire que tout cela soit facilité pour vous dans votre logiciel. Alors, sur les suivis des règlements, peut-on voir les indus pris par la Sécu? Oui, oui, oui. En fait, dans vos suivis de tiers payants avec la norme RSP 580, effectivement, ce ne sont pas simplement les règlements qui vous sont faits. Ce sont également, en fait, c'est bien simple. Par exemple, la caisse, quand vous faites un tiers payant, sauf qu'il y a eu des erreurs de tiers payant, etc., la caisse fait toujours des reprises sur les précédents virements, etc., que vous allez avoir sur votre interface professionnelle, hein, sur Amélie, ou même directement sur vos virements, sur vos comptes bancaires. Mais si vous allez dans votre logiciel, vous verrez exactement la même chose. Vous allez avoir le virement, vous allez avoir qui ça concerne, est-ce qu'il y a des indus ou alors des retraits, disons, des rattrapages de la CNAM sur les virements suivants, et tout cela est totalement géré dans votre logiciel. La norme RSP 580 permet ça. Alors, très bonne question. Que se passe-t-il s'il y a des modifications de garantie AMC entre la date du devis et la date de facturation des actes? Alors, encore une fois, loin de moi l'idée d'être angélique sur la partie du tiers payant. Je vous ai montré, disons, des principes. Il y a plein de cas, il y a tout un tas de cas précis et détaillés qui doivent être gérés correctement. Alors, évidemment, normalement, ce qu'on appelle les prises en charge, les demandes de prise en charge et les prises en charge, ça bloque l'argent et disons ça valide l'argent côté mutuel pour qu'elle soit réglée même dans le cadre de changement de date, etc., de garantie. Les demandes de prise en charge, elles bloquent en fait l'estimation qui est effectuée et elles bloquent l'argent au niveau de la mutuelle pour que tout ça soit garanti pour le professionnel de santé. Je ne dis pas que tous les cas vont être gérés parce que il y a trop de spécificités clairement auprès des mutuelles. Il y a encore un large travail à faire sur l'harmonisation. Mais en tout cas, il y a bien des cas qui ont été pris en compte. Mais clairement, on se permettra de vous informer lors de la mise à disposition et aussi l'application s'il y a jamais un tiers payant obligatoire. On vous tiendra informé sur tous ces aspects-là. J'ai acheté 2 douchettes différentes, jamais réussi à m'en servir. Alors, c'est vrai, si j'ai une chose que je peux reprocher aux douchettes, malheureusement, c'est que il y a, disons, une configuration à faire pour qu'elles fonctionnent correctement.
en cabinet. Ça, malheureusement, c'est en fonction de la douchette. Je ne peux pas vraiment vous orienter sur quel type, qu'est-ce qu'il faut faire. Mais généralement, avec la douchette, vous avez un fascicule qui comprend des codes barres qui vous permet, en fait, à l'aide en scannant ces codes barres, de calibrer en fonction de ce que vous voulez lire. Alors, je suis bien d'accord, c'est pas hyper accessible, mais en fait, tout ça, c'est du paramétrage. Hein, et in fine, il n'y a que ce fameux paramétrage qui vous fera utiliser ce matériel. D'où tirez-vous les chiffres qui vous ont permis d'établir les tableaux? Alors, les chiffres, je vous ai présenté en fait les sources des données. La source des données, c'est la CNAM. La CNAM, en fait, elle a ce qu'on appelle un open data. Un open data, ce sont des données libres. Tout le monde peut y accéder. Bon, évidemment, ce sont des données brutes, donc c'est pas facilement exploitable. Tout le monde ne peut pas prendre ces données en exploitant sur des logiciels adaptés ces données, eh bien, on peut faire ces statistiques tout simplement. Toutes ces données sont totalement ouvertes au public. Après, c'est juste de l'analyse qui permet de créer les chiffres. Une personne me demande si c'est facile de travailler avec les mutuelles. Alors, actuellement, j'ai envie de vous dire, l'application de tiers payant, si vous voulez l'industrialiser, ou en tout cas si vous êtes tenté par ça, clairement, ça nécessite une formation, enfin, au moins une formation pour comprendre le contexte. Qu'est-ce qu'appliquer le tiers payant, comment identifier correctement, etc. Si on connaît tout ça, on sait le faire, ça marche. Mais moi, ma problématique et la problématique des cabinets, c'est tout simplement, c'est que si j'y connais rien, je veux m'y mettre. C'est là que c'est très compliqué. Si vous avez la motivation, vous pouvez, c'est faisable. Hein, mais moi, il me semble, pour l'instant, qu'il y a beaucoup de barrières pour le faire. Ça devrait être beaucoup plus accessible, mais cela dit, ça marche. Hein, tout ce qui est prise en charge, transmission de prise en charge, estimation, etc. Ça fonctionne. Hein, tout ça marche. Enfin, je veux dire, les centres dentaires, ils font ça en permanence. Mais attention, en termes de gestion, il faut voir ce que ça peut représenter pour vous. Quelle est l'utilité pour les douchettes? Mais les douchettes, comme je le disais, les douchettes, en fait, c'est bien simple dans l'activité. Et je pense que vous en croiserez plus souvent. C'est tout ce qui est code data matrix, etc. Ça permet, en fait, tout simplement d'identifier très simplement des informations en scannant un code barre, que ce soit sur une attestation complémentaire, mais ça pourrait être aussi la ST. Si vous faites une ST, vous avez des codes barres qui sont associés à vos instruments, etc. Et en fait, tout ça, ça permet de gérer et de retrouver plus simplement dans votre logiciel les références associées. Enfin, par exemple, le logiciel détient des modules de gestion de stérilisation et de traçabilité de la stérilisation, mais également des modules de gestion de traçabilité du stock. Et en fait, en utilisant ces douchettes, ça vous permet simplement de scanner, sortir des éléments. Et évidemment, c'est un gain de temps, tout simplement. Ça sert à ça, les douchettes. Est-ce que vous pouvez appeler la hotline pour installer les douchettes? Alors, malheureusement, la hotline, son but, c'est de vous aider à l'utilisation ou au dépannage de votre logiciel. Le service client, malheureusement, il va pas il peut peut-être vous orienter, mais c'est surtout peut-être votre revendeur qui doit vous renseigner à ce niveau-là. Eh bien, écoutez, on va conclure, hein, tout simplement. Je vous remercie pour ces questions. On va terminer la présentation quand même. Hop, juste quand même pour les infos. Je vous ai donné tout un tas d'informations. Vous allez recevoir évidemment le replay. Hop, attendez que je ferme mon truc, je ne vois plus. Voilà. Vous allez recevoir les replays. On est disponible pour toutes les questions. Vous allez pouvoir, enfin, on a d'autres conférences en ligne, hein, j'en ai pas parlé, j'ai oublié d'en parler au début, mais pendant ce congrès d'ADF qu'on a digitalisé de notre côté, eh bien, on fait tout un tas de conférences hein, sur beaucoup de sujets du logiciel. Donc, elles sont disponibles sur notre site internet. N'hésitez pas à y participer. Il me reste à vous souhaiter une très très bonne soirée et vous dire à très bientôt. Avec Julie Solutions, évidemment, pour les prochaines conférences. Donc, je vous dis à très bientôt. Une bien bonne soirée, un bon appétit, pourquoi pas. Voilà. Passez une bonne soirée. Au revoir.